Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est vrai que, bon, même s'il y a eu, enfin, dernièrement, d'ailleurs, on en a un petit peu parlé avec les news côté IA qui peuvent nous inquiéter sur certains sujets, le potentiel du search, bon, qu'il soit à côté SEO ou SIA, il est toujours énorme en termes de business. Et c'est vrai que depuis le début de la communauté, il y a plusieurs personnes qui ont loué un petit peu le process de Bulldozer sur la mise en place de ce type de stratégie-là. Du coup, j'ai invité Jordan Chenvitruchet, qui est le CEO de Bulldozer, pour qu'il puisse nous présenter un petit peu justement leur méthode par rapport à ça. Et du coup, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Jordan, si tu peux peut-être te présenter du coup en introduction pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Yes, bonjour tout le monde. Très cool de vous rencontrer. Merci encore pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, je suis, comme tu l'as dit, Jordan, CEO cofondateur de Bulldozer. Et puis, à côté de ça, je suis papa, notamment depuis 2 semaines d'un petit garçon. Donc, c'est vraiment très récent. Et sinon, d'une petite fille de 5 ans et demi. Voilà, je fais du market depuis, je sais plus, 7 ans, je crois. Avant ça, j'étais CMO d'une boîte qui s'appelle Germinal. Et puis voilà, je suis vraiment passionné par le job. Et je suis ravi de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Voilà. Très cool. Écoute, encore une fois, merci d'être venu. En plus, parce qu'effectivement, on s'est parlé au moment où je t'ai invité, je savais pas que tu attendais cet heureux événement, mais le timing est serré. Donc, encore merci de t'être rendu disponible en Avec plus plaisir. juste là. J'espère que tu as pu dormir un petit peu cette nuit. Oui, j'ai de la chance. J'arrive à dormir. Parfait. Du coup, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Après, ça dit, on peut parler enfant si vous voulez, hein. Moi, je suis inépuisable aussi. Mais du coup, le but aujourd'hui, c'était pas de parler plutôt search, du coup, SEO, SIA. Juste avant de rentrer dans la méthodo, j'aime bien toujours revenir un petit peu sur le pourquoi. Pourquoi c'est intéressant, pourquoi se pencher sur ce sujet-là. Du coup, est-ce que tu peux revenir sur l'intérêt du search, comment ça s'intègre dans une stratégie marketing, à quels enjeux ça répond selon toi? Yes, bien sûr. Alors, en fait, pour moi, le gros sujet concernant le search et pourquoi est-ce que le search c'est intéressant, c'est que, en gros, sur le marketing, moi je distingue la demand gen d'un côté, la demand capture de l'autre. Donc, demand gen, aller générer de la demande, aller générer de l'intérêt. Donc, généralement, c'est via du contenu, etc. Et après, il y a la capture de la demande. Donc, la demande, elle est existante. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour capter cette demande qui est existante, qui est identifiée, qui est intentionnelle, blablabla. En fait, le search, c'est le canal de prédilection pour la demand capture. C'est-à-dire que je cherche une solution pour mon problème. Où est-ce que je vais? Je vais sur Google. Alors, de plus en plus, et tu l'as mentionné, on va sur les LLM, les ChatGPT, etc. Mais pour une très grande majorité de la population, le réflexe, c'est quand même d'aller sur Google et de dire solution perte de poids, de dire voilà, quand on a envie d'avoir le summer body, quoi. Par exemple. Et donc, c'est pour ça que le search, en fait, il est vraiment idéal. C'est que c'est là où on va aller chercher les low-hanging fruits. Donc, malheureusement, c'est pas toujours possible. Parce qu'en fait, parfois, on travaille dans certaines industries où la demande, elle n'est pas clairement identifiée. Et donc, ça demande beaucoup d'investissement, etc., notamment quand on parle de produits plutôt innovants. Mais sur beaucoup d'industries, et sur la plupart des industries, en réalité, il y a toujours des choses à aller chercher, soit de manière directe, soit de manière un petit peu détournée. Et donc, c'est un peu les low-hanging fruits. Moi, je pense qu'il y a aussi un sujet qu'on ne dit pas suffisamment concernant le search, c'est que c'est un super moyen d'affirmer son positionnement. C'est-à-dire, si jamais j'ai un positionnement qui n'est pas clairement identifié, le fait d'être positionné sur un mot-clé spécifique dans une catégorie de produits spécifiques, et en fait, je mets une publicité où je suis numéro 1 en SEO sur cette catégorie de produits, par exemple, c'est un super moyen de me faire identifier comme faisant partie de cette catégorie. Et donc, ça vient réaffirmer un peu un élément de positionnement. Et c'est vrai que parfois, quand on fait de la demand gen, et je vais prendre mon exemple, par exemple avec Bulldozer, bon, ok, très bien, on fait du search, mais on fait aussi de l'outbound, on fait aussi de l'ABM, enfin, on fait plein de choses en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est pas toujours évident de nous positionner. Si demain, en fait, en tapant agence SEO sur Google, vous avez Bulldozer en numéro 1, ça viendra forcément planter une petite graine de « Ah, mais ils font ça aussi !» Et donc, ça vient réaffirmer le positionnement. Donc, pour moi, c'est un peu ça
C'est un peu ça l'intérêt le pourquoi en fait c'est intéressant de faire du search. Et encore une fois, c'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, faut y aller avec le sourire. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permettent de te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Webmécanique, la suite de marketing automation et CRM française. Tu le sais comme moi, si tu fais du marketing, B2B, les cycles de vente, ils sont particulièrement longs entre les actions de marketing, le nurturing, l'emailing et les événements, les touchpoints commerciaux. Le funnel, il est difficile à suivre et à piloter. C'est justement ce que résout Webmécanique. C'est une alternative solide aux mastodontes américains et surtout, c'est une solution de marketing automation qui est intuitive mais complète et puissante et qui s'intègre facilement dans tes outils du quotidien, dans ta stack que tu utilises déjà, pour délivrer le bon message au bon moment par le bon canal. Et en plus, comme c'est français, forcément c'est conforme RGPD, tu gardes le contrôle sur tes données et tu peux facilement échanger avec une équipe très sympa si tu en as besoin. Bref, il y a plus de 1000 entreprises qui l'utilisent déjà, c'est la solution qu'il te faut pour améliorer le ROI de tes actions marketing et je t'invite à découvrir ce qu'ils font sur webmécanique.com, webmécanique avec un K à la fin. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Ok, ouais, c'est marrant cette façon de le positionnement comme tu le présentes, parce que c'est vrai que moi j'allais le prendre aussi un petit peu dans l'autre angle. Au final, tu sais, quand on est sur un service un peu innovant où au final le mot-clé est pas forcément encore très répandu, très utilisé, où ça peut être aussi intéressant d'aller l'optimiser pour prendre la place, parce que si c'est un secteur qui potentiellement est amené à croître ou à se développer, bah du coup prendre la place tant qu'elle est vide, tu vois. Aussi, Complètement. j'allais dire par exemple, si je le fais de mon côté avec la communauté marketing, là, c'est vrai qu'en fait, si tu regardes les recherches autour de ça aujourd'hui, elles sont plutôt axées sur comment créer une communauté, mais c'est vrai que dans l'absolu, on voit quand même qu'il y a plusieurs trucs qui développent petit à petit, et c'est intéressant d'être positionné tout de suite parce que le secteur potentiellement est amené à développer. Bref, c'est une autre façon que je voyais le positionnement par rapport à ça. Mais du coup, rentrons dans le vif du sujet. Bon, de toute façon, je pense qu'on est quand même tous plus ou moins convaincus de l'intérêt du search. Donc, si on doit reprendre les choses au début, mettons que je sois un SaaS quelconque, je viens de voir pour développer mon trafic, comment est-ce que tu construis déjà l'étude de mots-clés? Parce qu'au final, c'est un petit peu la base, j'allais dire que ce soit SEO ou SEO, il y a cet enjeu-là des mots-clés. Comment est-ce que tu priorises les sujets à travailler? Alors, premier point, c'est déjà, il faut être un peu au clair sur les bases de qui est-ce qu'on adresse, c'est quoi nos propositions de valeur, c'est quoi notre ICP, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je m'adresse quand même à une communauté de marketeurs, donc a priori, ce travail-là, il est fait, il est maîtrisé, voilà. Mais en fait, ce travail-là, pourquoi est-ce qu'il est intéressant? C'est surtout pour commencer à travailler sur les intentions de l'audience. Parce que, encore une fois, SIA et SEO, le vrai gros enjeu, c'est quelles sont les intentions derrière les mots-clés. Parce que des mots-clés, super, on peut les regarder de manière complètement froide, mais quelqu'un qui tape un mot-clé, il a une intention particulière, et du coup, il faut toujours faire ce travail de base pour identifier les intentions de son audience. Dans quelle intention elle est, quel est le problème qu'elle cherche à résoudre, quelle est la solution qu'elle cherche, etc. Ensuite, une fois que ce travail-là il est fait, bah, on va rentrer dans le process un peu classique. Et donc ça, c'est à la fois SEO et SEO on va mapper l'ensemble des keywords qui sont associés à notre activité. Et donc là, il y a des outils à disposition, SEMrush, Ahref, peu importe. En fait, vous allez commencer à taper plein de mots-clés qui sont liés à votre activité. Et donc, au travers de ces différents mots-clés, souvent les outils vont vous donner les mots-clés associés, les mots-clés connexes, etc. Et donc, l'idée, c'est de mapper complètement l'ensemble de ces différents mots-clés. Sur ces mots-clés-là, ensuite, on va regarder les volumes de recherche. Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches mensuelles ou pas? Et on va analyser, bien évidemment, les intentions derrière la recherche. Parfois, on voit qu'il y a des mots-clés, et donc ça, c'est un peu l'erreur classique, c'est de se concentrer sur les mots-clés sur lesquels il y a beaucoup de volume. Mais en fait, le volume, finalement, il a assez peu d'importance. Ce qui est important, c'est l'intention. Quelqu'un qui cherche, je sais pas, je vais prendre l'exemple de Payfit. Quelqu'un qui va chercher logiciel de paie, même s'il n'y a que 10 personnes qui tapent ce mot-clé-là, par exemple, et en fait, je les veux, moi, ces 10 personnes-là. Ces 10 personnes-là, en fait, il faut absolument qu'elles me voient. Par contre, quelqu'un qui cherche template gratuit fiche de paie, bon bah ok, très bien, il y aura potentiellement beaucoup de volume, mais l'intention qui est derrière, elle est moins forte, et donc derrière, il va falloir trouver des moyens un petit peu détournés pour faire en sorte que la personne, elle vienne considérer un logiciel. Donc le truc, c'est que souvent, on prend le prisme on regarde le volume,
Mais non, ce qu'il faut, c'est surtout regarder l'intention qu'il y a derrière. C'est surtout dans cet ordre-là qu'il faut faire. Ensuite, c'est là où je vais commencer à distinguer des éléments concernant le SIA versus le SEO. Côté SIA, moi, ce que je vous recommande, c'est d'investir immédiatement dans les intentions qui sont fortes. Quand on dépense de l'argent, c'est qu'on veut un ROI qui est évident. En fait, je ne veux pas dépenser de l'argent dans le vide ou pour des trucs qui vont se rentabiliser dans 18 mois. Donc, les mots-clés sur lesquels il y a des intentions qui sont fortes et on est capable d'identifier une intention de conversion qui est claire, qui est là, il faut investir dessus. Il faut investir dessus parce que la rentabilité, en fait, elle va se trouver, en fait, ça va être très court terme. Il y a aussi un autre sujet concernant le SIA, c'est que parfois, selon les industries, et je pense par exemple aux industries assurantielles, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui travaillent dans le secteur de l'assurance, ou voilà, mais dans l'assurance, c'est la guerre côté SEO. Les mots-clés pour se positionner, c'est très, très compliqué, etc. Et donc, le SIA, en fait, c'est un super moyen aussi de venir court-circuiter les personnes qui ont beaucoup, beaucoup investi en SEO. Parce qu'en fait, venir se positionner en SEO, ça va demander énormément d'investissement en contenu, en temps, en ressources, en backlink, etc., etc. Et donc, en fait, le SIA, c'est quand même le meilleur moyen de venir court-circuiter les efforts des autres. Donc, c'est pour ça que sur les mots-clés sur lesquels il y a des intentions de conversion qui sont fortes, autant en profiter, en fait, investissons du SIA, venons chercher les low-hanging fruits tout de suite. Et vu que de toute façon, on ne paye que si on a des impressions, c'est-à-dire que si personne ne tape le mot-clé sur lequel je suis positionné, je ne vais pas dépenser d'argent, autant en profiter. Je veux dire, c'est vraiment un investissement qui est très, très peu risqué. Côté SEO, en revanche, la stratégie, c'est plutôt de capitaliser sur ce que j'appelle les golden keywords. Les golden keywords, c'est quoi? C'est des mots-clés sur lesquels il y a très peu de compétition et sur lesquels il y a, pareil, des intentions qui sont fortes. Donc, SIA, si jamais on voit qu'il y a une compétition forte et des intentions fortes, on investit de l'argent. En revanche, si on voit qu'il y a très, très peu de compétition et des intentions qui sont fortes, là, on investit en SEO. Pourquoi? Parce que souvent, on dit « Ah oui, le SEO, ça prend du temps, machin truc. » Mais si en fait, vous voyez un mot-clé sur lequel il y a 10 requêtes par mois et qu'il n'y a aucun concurrent, encore une fois, moi, ces 10 personnes, je les veux en fait. Et donc, souvent, c'est assez rapide de venir prendre des positions sur ces requêtes-là. Nous, généralement, en moins de 3 mois, on est capable de le faire. Et du coup, c'est pour ça qu'on les appelle les golden keywords. C'est parce que c'est tout de suite des mots-clés qui vont permettre de rassurer aussi sur l'investissement SEO et encore une fois, d'affirmer le positionnement, etc. Donc, d'un point de vue process, voilà comment on travaille. Et pour finir aussi sur la partie SEO, mais on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine, mais après, il y a tout un travail de contenu, évidemment, à faire. Et donc, le fait de mapper les intentions, de mapper les keywords, etc., ça permet aussi de commencer à identifier le type de contenu qu'on pourrait produire. Voilà. Ok. Donc, si je reprends la structure, bon, tu as dit effectivement les bases, de toute façon, c'est persona, ICP, proposition de valeur et tout, donc bon, un petit peu le socle marketing classique, on va dire. Derrière, tu mappes l'ensemble des mots-clés, donc ça, c'est analyse concurrentielle, tout ce qui est un peu lié à son offre, verbatim client, ce qu'on peut trouver, bon, j'allais dire un peu à droite à gauche, et aussi du coup avec les outils que tu as cités. Tu as parlé d'Ahref et SEMrush qui sont en payant, ouais. Il y a aussi potentiellement ne serait-ce que le Keyword Planner de Google qui est en gratuit, qui permet de fouiller un petit peu. Tu check volume et intention derrière les mots-clés. L'intention de recherche, tu fais quoi? Tu tapes dans la SERP et puis tu regardes ce qui sort? Exactement. Ouais, okay. Exactement. En fait, souvent, je prends un peu l'exemple de quelqu'un qui va chercher acheter basket Nike sur Google. Il ne veut pas un article de blog. Il veut une page produit d'une basket Nike. Ouais. Et donc, en fait, ce que j'entends par intention, c'est la personne qui tape ce mot-clé-là, elle s'attend à quoi en termes de résultats? Est-ce que c'est une page produit? Est-ce que c'est un article de blog? Est-ce que c'est une landing page? Est-ce que c'est, j'en sais rien, un template à télécharger? C'est ça. Et donc, le mieux à faire, c'est taper le mot-clé, voir ce qui ressort. Et du coup, créer le même type de contenu que ce qui ressort. Ok. Et du coup, tu as dit, donc effectivement, il faut jongler entre l'intention et le volume, parce qu'après tout, tu peux avoir des gros volumes, mais un trafic qui ne sera pas du tout pertinent par rapport à ton offre. Vous avez une matrice pour prioriser, je veux dire, est-ce que c'est gut feeling, ou alors est-ce que vous avez, tu vois, je sais que moi j'ai un tableau Excel avec une formule un petit peu prédéfinie où je pondère effectivement volume, intention, machin, pour essayer de
d'arriver à un truc priorisé qu'après Ouais, on fait exactement la même chose. Tu vois, on fait un Airtable. Ouais. Et en fait, effectivement, on va regarder volume, intention et compétition. C'est globalement un peu les trois gros éléments. Et ça va donner un score aux keywords et aux contenus à produire. Et ensuite, on va ranker, on va classer du coup les mots-clés en fonction de ce score-là. Ok, pour avoir effectivement le plus de retours avec le moins d'efforts, quoi. On va dire. De toute façon, Exactement. c'est un petit peu la même chose, ouais. C'est exactement ça, ouais. Ok, très cool. Donc tu l'as dit, d'ailleurs, tu as pris l'exemple avec ta basket Nike, et puis au final, j'allais dire, bon, on en parlait aussi tous les deux quand on a préparé un petit peu le sujet, mais ce travail sur les intentions de recherche, il va te permettre aussi d'identifier un petit peu quel est le bon contenu à produire, parce que l'erreur un petit peu traditionnelle, c'est vrai que tu as plein de boîtes, quand on pense SEO, on pense blog, sauf qu'en fait, ça peut être une page produit par rapport. L'idée, c'est plutôt de produire le bon contenu pour répondre à l'intention de l'utilisateur et aux besoins, et pas forcément que du blog. J'allais dire, est-ce que tu peux un petit peu t'aider Ouais. Mais complètement, ça c'est vraiment un point qui est important. C'est vrai que nous, typiquement avec nos clients, enfin moi quand je parle aux prospects de sujets SEO, il y en a beaucoup qui, quand je leur parle de contenu, on pense article de blog immédiatement. Mais en fait, il s'avère que sur certaines intentions, faire une landing page, c'est beaucoup plus intéressant. Sur certaines intentions, optimiser sa home page, c'est beaucoup plus intéressant. La home page, c'est une page à optimiser en SEO, et ça, il y a beaucoup qui l'oublient en fait. Et donc, c'est pour ça que maintenant, moi, j'évite de parler de contenu et je préfère parler de page. En fait, je dis, en fait, l'idée, c'est de trouver la bonne page à créer. Et cette page, ça peut être un article de blog, ça peut être une landing page, ça peut être une page produit, ça peut être peu importe en fait. Mais quand on parle de contenu, en fait, on parle vraiment de l'ensemble des contenus qui peuvent être produits. C'est marrant parce que quand tu parles de la homepage, tu vois, c'est vraiment toujours un vrai sujet parce que je trouve que, en fait, faut trouver l'équilibre entre l'optimisation SEO et puis en fait les enjeux de copywriting où tu as envie un petit peu du coup de mettre en avant tes messages, enfin les messages dans la façon que tu penses qu'ils vont être percutants pour écrire, qui ne collent pas toujours avec les objectifs SEO que tu peux avoir, quoi. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que souvent, en fait, je prends l'image de. D'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir en faire un post LinkedIn, mais j'ai pas suffisamment d'exemples et du coup, aujourd'hui, j'arrive pas à trouver le bon truc. Mais en fait, je trouve qu'en marketing, il y a souvent des choses qui sont un peu opposées et tout l'enjeu de notre travail, c'est d'arriver à positionner le curseur correctement entre deux sujets. Et donc, l'exemple que tu mentionnes, c'est un exemple que je donne systématiquement, c'est-à-dire que on a la brand d'un côté et on a le SEO de l'autre. Et avoir un site web 100% optimisé SEO, c'est-à-dire que chaque recoin du site, il est optimisé SEO, d'un point de vue brand, c'est-à-dire quelqu'un, il va débarquer, la personne va débarquer sur le site, elle va se dire, oh là là, mais c'est verbeux, oh là là, mais je sais pas, il y a beaucoup trop de texte, il y a beaucoup trop de machin. Et du coup, d'un point de vue brand, c'est vrai que c'est assez peu impactant, c'est pas un super moyen de pouvoir faire transpirer une identité de marque un peu forte. À l'inverse, avoir un site web hyper minimaliste, plein d'animations, très peu de texte, machin truc, c'est super pour affirmer une brand. Mais par contre, d'un point de vue SEO, c'est zéro. Et du coup, tout l'enjeu, c'est d'arriver à positionner le curseur correctement entre est-ce que je vais plutôt sur la partie SEO, est-ce que je vais plutôt sur la partie brand. Et donc, de la même manière que un des challenges, encore une fois, en SEO, c'est de trouver le bon équilibre entre du volume et de la concurrence, des intentions, etc. Là, en fait, c'est un peu le même genre d'équilibre qu'il faut trouver. Donc, je suis 100% d'accord. Ouais, effectivement, c'est un équilibre difficile à trouver. Bon, de toute façon, il y a plein de sujets sur lesquels on jongle un petit peu sur le fil quand on est marketeur. En voilà un qui est pas mal, quoi. Et c'est vrai que sur les contenus dont tu as parlé, moi, il y avait un exemple que j'aime bien aussi sur les contenus à créer. Bon, pour le coup, on voit différents formats entre landing page ou blog sur la façon dont le traiter. Mais j'avais fait un épisode d'ailleurs avec le CEO d'Abyssal et c'est chez Crisp aussi qui font ça bien. C'est toutes les pages alternatives. Oui, Par exemple, tu vois, quand on a des concurrents qui sont très bien installés, quand on parle de low hanging fruit, des fois, c'est effectivement peu de volume, mais c'est des gens qui sont soit en train de comparer des logiciels, soit qui sont déçus d'un logiciel et qui vont chercher une alternative A. Et toutes ces pages-là, je les trouve aussi super intéressantes à voir. Enfin, bon, bref, ouais, c'est un autre complètement. exemple de contenu, quoi. Du coup, donc si on reprend, donc on a le pourquoi. Tu as fait tes études, t'as fait ton étude de mots-clés, tu as priorisé tes sujets par rapport aux intentions qui t'intéressent. Tu as donné quand même quelques tips sur comment c'est vite en SIA, surtout s'il y a de la concurrence qui est forte en termes de SEO, et plutôt consacrer les efforts SEO sur les golden keywords. Donc
Au final, c'est deux façons différentes, le SIA et le SEO, c'est un peu des canaux de distribution, quoi. Je veux dire, c'est deux façons différentes de toucher d'amener son contenu devant les yeux des prospects qui le recherchent, quoi. Comment est-ce que tu choisis les deux? Comment est-ce que tu arbitres SIA ou SEO? Je sais pas, bon, tu as donné déjà quelques critères, mais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, pour moi, le sujet numéro 1, c'est la concurrence. C'est qui sont les acteurs en place sur les mots-clés. C'est-à-dire que si on est sur un secteur extrêmement concurrentiel d'un point de vue SEO, on a des gens qui investissent énormément d'argent sur du backlink, qui ont une machine à créer du contenu, qui postent 10 contenus par jour, etc. Et que nous, on est une équipe de 2 personnes et qu'on n'a pas du tout les moyens. Voilà. En fait, le plus simple, c'est de court-circuiter et de faire du SIA. Alors, bien évidemment que généralement, quand on est dans des secteurs extrêmement concurrentiels, comme je viens de les décrire, il y en a d'autres qui ont eu l'idée de court-circuiter en faisant du SIA, et du coup, les coûts ils vont aussi être élevés. Donc voilà, de toute façon, à la fin, rien n'est parfait. Mais c'est vrai que si jamais on observe des moyens de... C'est pour ça que j'utilise l'expression court-circuiter. C'est pas pour rien, en fait. C'est que parfois, on se retrouve dans des situations où on se dit, mince, si jamais j'investis dans le SEO sur ce truc-là, alors qu'il y a beaucoup d'intentions, etc., en fait, ça va me prendre 6 mois, 12 mois. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire en attendant? Ah, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de court-circuiter le truc? Ben si, en fait, c'est de faire du SIA. Donc souvent, c'est un peu ça, c'est souvent comme ça qu'il faut raisonner. À la fin, c'est un enjeu de coût et de rentabilité. Hein. Ouais. C'est que ça. Hein. J'allais dire, parce que de la façon dont tu présentes aussi, potentiellement, c'est que ça peut être aussi une espèce de vase communicant. Du coup, le SIA, c'est un accélérateur pour aller se positionner tout de suite, en attendant que le SEO peut-être porte ses fruits sur Exactement. certains sujets, quoi. Exactement. Ok. Exactement. Et alors, pour le coup, je vais sortir un petit peu de ce que j'avais prévu de te poser, mais comment est-ce que tu suggères la compétition entre les deux? Potentiellement, tu vois, c'est quand tu arbitres sur ces mots-clés-là, potentiellement, effectivement, le SIA, bon, ça permet de court-circuiter. D'un autre côté, ça peut venir aussi piquer du trafic que tu aurais pu choper en SEO, et du coup, tu fais double coup. Ouais. Alors, ça, il y a débat. Pardon, Franchement, moi, je vais donner mon avis, Ouais, mais souvent, en fait, j'ai souvent ce genre de questions. Ou l'autre type de question, c'est est-ce qu'il faut investir sur sa marque? ça marque, ouais. Mm. Pour moi, c'est le même débat, en fait. Pour moi, c'est exactement le même débat. Et donc, souvent, on me pose la question, mais est-ce que pour toi, il faut investir sur sa marque ou pas? Et donc, il y a débat. Moi, j'ai un avis qui n'est pas forcément le même que celui de tout le monde, mais en fait, souvent, j'aime bien. Alors, le débat de est-ce qu'il faut investir sur sa marque, je vais le mettre de côté. Je vais rester sur ce que tu disais, à savoir, oui, mais du coup, tu vois, tu es un peu en train d'investir des deux côtés. Souvent, je prends l'exemple de Apple au moment où ils ont sorti l'iPad. Apple, ils avaient sorti un téléphone, et puis ils avaient les ordinateurs, et puis ils ont sorti l'iPad. Et puis, du coup, il y a les experts un peu de la tech et tout machin qui ont commencé à se dire, mais en fait, Apple est en train Apple est un peu en train de manger ses propres parts de marché, c'est-à-dire qu'ils sont leaders sur le téléphone, ils sont leaders sur l'ordinateur. Bah là, en fait, ils sont en train de créer un produit qui va qui va cannibaliser, pardon, Les deux, ouais. leur part de marché sur l'ordinateur, qui va réduire leur vente d'ordinateur, qui va réduire leur vente de téléphone. Et puis du coup, on avait posé la question à Steve Jobs de mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et lui, il avait dit bah oui, mais je préfère que ce soit moi qui me cannibalise plutôt que mes concurrents. Et en fait, bah voilà, basta. Ouais. En fait, à la fin, dans l'hypothèse que tu viens de dire, dans les deux cas, tu es gagnant. Bah en fait, entre gagner et gagner, bah, autant gagner en fait. Donc c'est un peu ça le truc, c'est-à-dire que oui, bah peut-être que mon SI il va manger mon SEO, mais si à la fin je suis le gagnant, qu'est-ce que j'en ai à faire? Ouais. Oui, le risque, enfin le risque est plus grand à ne pas le faire au final. Ah ouais. Ouais. Mm. Donc si je suis positionné et puis si je suis numéro 1 SEO et qu'il n'y a personne qui paye sur ce mot-clé-là, bon, bah moi le fait d'investir de l'argent sur ce truc-là, c'est pas très smart. En revanche, je suis 5e en SEO et il y a des gens qui investissent en SEO.
Ah bah oui, potentiellement, j'aurais pu prendre une partie du trafic en étant 5e. Oui, enfin, Ouais. je pense qu'il y a à prendre. La part est beaucoup plus grosse si tu arrives effectivement à capter une partie du trafic du premier, quoi. Exactement. Ok, très cool. Du coup, on s'est placé un petit peu dans la situation de comment on commence. Enfin, si on part de zéro depuis le début, si, mettons que du coup, moi j'ai un site qui existe depuis un moment, je dois en faire un peu l'audit. Qu'est-ce que je vais aller chercher qu'est-ce que tu vas aller chercher en termes de quick win pour améliorer les perfs côté SIA et côté SEO? Alors, en SIA, le quick win que tout le monde oublie, c'est la landing page. En fait, nous, on remarque un truc, et ça vaut pour le SIA, mais ça vaut aussi pour les social ads, hein, pour info. Mhm. Quand on a exactement le même type de copywriting sur sa publicité que sur sa landing page, ça vient augmenter le taux de conversion global du funnel. Ok. Et c'est vraiment un truc tout bête, hein. C'est-à-dire que vous faites une pub, vous dites le produit le meilleur sur telle catégorie. La personne, elle clique sur la pub, elle arrive sur une page où le H1, c'est le meilleur produit sur telle catégorie, donc exactement le même truc. Le taux de conversion de la landing page est plus fort que en mettant une autre phrase. Donc, à la fin, quand on fait du SIA, souvent on a un peu la flemme parce qu'on est positionné sur plein de keywords. Et donc on se dit, oui, enfin, je ne vais pas commencer à faire des landing pages par keywords. Donc pour ça, aujourd'hui, en fait, il y a des outils qui existent pour s'assurer que en fait, notre H1, il va utiliser en variable le keyword sur lequel on est positionné. Je peux Dynamique. Ouais. mentionner Lender Magic qui permet de faire ça. Webflow maintenant a un outil natif qui permet aussi de pouvoir le faire. Mais un super moyen d'augmenter la performance globale de ces ads, c'est d'avoir une landing page qui correspond à son SIA, à sa publicité. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment un truc, gardez-le en tête, parce que c'est vraiment performant. Donc ça, c'est côté SIA. Et en SEO, le quick win, souvent, c'est de concentrer les efforts sur les mots-clés sur lesquels on est déjà positionné, mais sur lesquels on est positionné entre la 4e et la 10e position. En fait, souvent, et c'est assez naturel en réalité, hein, on va regarder tous les mots-clés sur lesquels on est positionné. Alors, bien évidemment, ça nécessite d'être déjà positionné sur des mots-clés, mais on va regarder tous les mots-clés sur lesquels on est positionné. Et puis, on va se dire, ah, bah, celui-là, je suis dans les 10 premiers. Bon, bah, super, je vais pas. Ouais. Première Super. page, c'est bon. Ouais. Celui-là, je le mets de côté. Je vais aller me concentrer plutôt sur ceux sur lesquels je suis en 50e, etc. position. Oui, mais en fait, il y a une vraie différence entre faire partie des 3 premiers résultats et faire partie du 4e jusqu'au 10e résultat. Et le truc, c'est que 80% des clics, je ne sais plus les chiffres exacts, mais je crois que c'est à peu près ça, hein. 80% des clics sur Google se font sur les 3 premiers résultats. Bon, bah, en fait, si je suis 5e, je ne suis pas très loin du but, mais je suis à côté de la plaque. Donc, le vrai hack, en fait, en SEO, c'est de regarder les mots-clés sur lesquels je suis positionné entre la 4e et la 10e position et de faire les efforts qui me permettent de passer de la première à la 3e. Et en fait, là, on est vraiment sur le quick win, en fait. Souvent, il n'y a pas grand-chose à changer. C'est réoptimiser la structure de ma page avec le H1, les H2, etc. C'est réajuster des mots-clés, réajuster en fonction des intentions. Donc ça, il faut vraiment le faire. Et après, un autre élément, surtout quand on a un peu d'historique, c'est investir dans les backlinks. Ça aussi, souvent, c'est un truc qui est un peu mis de côté. Et le backlink, on l'envisage souvent comme ah oui, mais en fait, c'est un truc un peu compliqué, il faut aller négocier des trucs, et puis en fait, il va falloir trouver des acteurs avec qui faire des partages de liens, des machins. Oui, enfin, il y a des plateformes qui vendent des backlinks, elles sont hyper performantes, et en fait, c'est des budgets qui sont quand même relativement raisonnables. Et souvent, le backlink, moi, je l'envisage un peu comme un coup de boost. C'est-à-dire que faire du backlink alors qu'on est assez mal ranké globalement partout, ça ne va pas transformer un business. Par contre, si on voit qu'on a, encore une fois, on a pas mal de positions entre la 4e et la 10e position, on a quelques trucs qui sont un peu en retard, etc., bah, aller mettre un coup de boost avec du backlink, c'est un super moyen de tout de suite faire remonter tout d'un cran. Donc voilà. Ok, super intéressant. Bon, bah écoute, ça fait une liste de choses à checker pour voir si on est carré sur les perfs. J'avais pour finir, avant qu'on ouvre du coup sur la discussion, est-ce que vous avez un petit peu changé votre approche du sujet depuis 6 mois, un an, suite aux évolutions qui sont liées à l'IA? Alors déjà,
ça bouge beaucoup, ça bouge tout le temps. Ce que je vais dire aujourd'hui, ça sera différent demain. Donc moi, je vais vous donner ce qu'on observe aujourd'hui, sachant que moi, j'ai une prise de position qui est assez assumée, qui est je suis complètement OK de ne pas être un early adopter, notamment sur les sujets d'IA, parce que être early adopter d'un truc, ça veut dire être, particulièrement dans les sujets IA qui changent non-stop, c'est être constamment dans le FOMO et en fait être constamment obsolète. Donc moi, au lieu de me battre à essayer d'être à la pointe de ce truc-là, sachant que ça va durer qu'une semaine, j'accepte complètement le fait d'être obsolète, voir un petit peu quand les choses elles commencent à se poser, et à ce moment-là, vraiment investir du temps, sachant que j'ai évidemment un œil sur le sujet, parce que c'est mon métier. Mais là, franchement, sur la dernière année, on a vu énormément de gens s'investir corps et âme sur des sujets qui, en fait, à développer des nouvelles technos, des machins, des bidules, sur des trucs, en fait, ça ne marche plus. Donc, nous, on observe, on fait des petits tests, mais on ne va pas non plus foncer tête baissée dans le truc. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est des tests qu'on a été en mesure de faire. Le test numéro 1, et je pense que si vous investissez dans le SEO, tout cela, vous avez peut-être déjà aussi fait ce test, peut-être pas une aussi grande échelle que nous, donc c'est pour ça que je le partage, c'est qu'en est-il du contenu 100% généré par IA, contenu IA plus humain et contenu 100% humain? Quelle est la différence en termes de perf sur le SEO? Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est le contenu 100% généré par IA, il est beaucoup moins performant en SEO que les deux autres options. En revanche, l'option IA plus humain et humain only, il n'y a pas une différence significative. Il y a une petite différence, mais on considère qu'elle n'est pas significative. Et du coup, nous, aujourd'hui, ce qu'on préconise, c'est d'adopter, d'avoir des process où l'IA va venir aider sur structurer l'information, même pour récolter de l'information, etc. Par contre, il faut que ce soit utilisé pour le squelette du contenu, mais à la fin, la rédaction du contenu, il va falloir que ce soit en humain. Et aujourd'hui, on voit vraiment que d'un point de vue ROI, c'est ça le plus efficace. Parce que du coup, d'un point de vue coût, ça réduit quand même un peu les coûts, ça vient réduire un petit peu les temps de production. Et après, par contre, ça n'a pas une différence significative en termes de performance par rapport à un contenu 100% généré par l'humain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est du coup, de plus en plus, on voit aussi la question de... Donc ça, la question un peu classique, hein, encore une fois, je résume ce que je viens de dire, mais la question un peu classique, oui, est-ce qu'on peut avoir une machine à créer du contenu par IA? Est-ce que ça va ranker en SEO? La deuxième question, c'est comment on se met à ranker sur, sur les LLM? Comment est-ce que demain, quelqu'un qui tape outils de gestion de paix tombe sur mon outil apparaît dans les résultats des LLM? Donc ça, aujourd'hui, c'est pas encore très très clair. Et encore une fois, ça, je pense que c'est un sujet qui évolue beaucoup, hein, avec chacun des différents modèles. En revanche, il y a eu, je ne sais pas si vous connaissez SparkToro comme outil, mais le fondateur de SparkToro qui s'appelle Ren Fishkin, il est très très calé en SEO. Et en fait, lui, il avait fait un article qui parlait de ce sujet, parce qu'il avait fait beaucoup de tests, en expliquant que ce qu'il observait, c'est qu'il y avait un poids, une surpondération du levier autorité. En fait, pour rappel, hein, le SEO, c'est 3 piliers. C'est la technique, donc avoir un site que les robots sont capables de lire de manière organisée, etc. Donc avoir un code un peu propre, blablabla. Le deuxième, c'est le contenu, donc on en a beaucoup parlé. Et le troisième, c'est l'autorité, donc combien de sources intéressantes parlent de nous. Et donc lui, en fait, ce qu'il avait observé, c'est qu'il y avait une surpondération, a priori, du levier d'autorité dans le fait d'apparaître dans les LLM. Et donc, ce qu'il disait, c'est, lui, il observe que la majorité des... en fait, il a fait des analyses entre... en fait, sur cette requête-là, sur Google, en numéro 1, je n'ai pas le même résultat sur les LLM en numéro 1. Et donc, c'est quoi la différence entre ces deux résultats? Et souvent, le résultat qui apparaît numéro 1 dans les LLM, c'est que l'entreprise en question a beaucoup plus de mentions presse que l'autre. Et donc, mention presse, autorité, etc. Et donc, c'est pour ça que lui, dans son article, il expliquait, je pense qu'on va avoir un retour des stratégies RP
si effectivement les LLM continuent de surpondérer le levier d'autorité pour faire apparaître les résultats en numéro 1. Donc voilà, aujourd'hui on en est là, mais encore une fois, ça peut changer. Ouais, ok, super intéressant. Et tu vois, ça, pour aller, j'allais dire un petit peu dans ton sens, alors sans avoir mené de test à grande échelle, tu vois, mais je l'ai fait il y a 2 jours, là, justement, donc, bon, bref, pour un client. Et quand tu vois, en fait, les sources qui sont citées par ChatGPT dans l'analyse un petit peu compétitrice, de compétition, tu vois effectivement qu'il cite pas mal de listicles ou de sites un petit peu de référence, tu vois, genre, bah là c'était un logiciel, du coup, tu voyais les logos effectivement de BDM, d'Advisor ou des trucs comme ça, tu vois, qui comparent effectivement des listes des top 10 des meilleurs logiciels pour, et en fait tu vois que ça sert de source pour effectivement aller aussi chercher, donc bon, ça va un petit peu dans le sens des RP, c'est un petit peu différent, mais en tout cas ça démontre aussi l'importance de ces sujets-là, quoi. Tout à fait. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ça, Jordan. C'était super intéressant, ton retour d'expérience sur votre méthode.